Bonjour à tous, je suis Nazir Djoumi, avant-vente chez Oracle. Je m'occupe des sujets de cybersécurité pour la France et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire. Avant de commencer, je vous informe que ce webinaire est enregistré et vous avez la possibilité de le revoir en replay. Vous avez aussi une rubrique Q&A, donc n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles on va répondre à la fin du webinaire. Nous allons parler de cybersécurité aujourd'hui et plus particulièrement des attaques de robots. Sujet que nous avions introduit lors du webinaire du mois de mai dernier. C'est un sujet qui est important que nous voulions approfondir pour vous donner plus d'informations sur le mode de fonctionnement et les façons de contrer ces attaques. Mais tout d'abord, de quoi parle-t-on exactement? Vous connaissez certainement les attaques de déni de service qui ont pour objectif de submerger un site de connexion pour le rendre indisponible et qui sont en forte augmentation depuis le début de l'année. Ce qui est moins connu, ce sont les robots qui se comportent comme des humains et qui viennent sur votre site pour activer des fonctionnalités telles que des commandes, des demandes de devis ou d'informations. Quel est l'objectif de ce type d'attaque? Prenons le cas de compagnies aériennes. Elles sont victimes de robots qui effectuent des réservations en masse de places à faible tarif. Une fois toutes les places bloquées, le vrai client qui effectue une recherche sur le site ne va plus trouver que des places à tarif élevé. S'il cherche un bon prix, et on cherche tous à obtenir le meilleur tarif lorsqu'on réserve un billet, il ira sur le site d'une autre compagnie. La conséquence directe, c'est une perte de chiffre d'affaires de la compagnie qui a subi l'attaque. Et même une perte de clientèle, car le visiteur du site va garder à l'esprit que cette compagnie ne pratique que des tarifs élevés. On pourrait trouver beaucoup d'autres exemples dans de nombreux secteurs. Les chiffres montrent en tout cas que ce phénomène n'est pas anodin. L'an dernier, un rapport d'Akamai révélait que 43% des tentatives de connexion en ligne étaient dues à des robots malveillants. Dans le secteur de l'hôtellerie, on estime même que 82% du milliard de tentatives de connexion sont des connexions malveillantes. Et plus il y aura d'applications dans le cloud, plus le risque va s'étendre. Comment contrer ce type d'attaque? Si l'on veut lutter efficacement contre ces robots malveillants, l'intelligence artificielle est incontournable. Car qui peut mieux lutter contre les robots que les robots eux-mêmes? Aujourd'hui, sur le web, le trafic généré par les robots a dépassé le trafic humain. Mais il faut savoir distinguer les robots malveillants des robots utiles et ne pas bloquer les crawlers de Google ou les dispositifs de collecte de données pour les comparateurs et les analyses. L'intelligence artificielle a l'avantage de détecter très rapidement les comportements anormaux en analysant de très gros volumes de connexions. Elle peut ensuite réagir très rapidement en bloquant les robots malveillants. Les entreprises ont compris que l'intelligence artificielle est incontournable en matière de cybersécurité. Selon une étude récente de Capgemini, 73% testent actuellement des cas d'usage de l'IA dans le domaine de la cybersécurité et 29% affirment que leurs dépenses dans ce domaine vont augmenter en 2020. L'IA n'est qu'une partie de la solution. Il faut aussi de l'intelligence humaine pour déjouer les méthodes des robots mettant en place des pièges qui permettent de vérifier si c'est bien un humain qui effectue l'action. Et comme ces robots ne cessent d'apprendre et de se sophistiquer, il faut sans cesse mettre à jour les dispositifs de lutte contre ces attaques. Nous allons vous parler de toutes ces techniques dans la suite de ce webinaire. Et pour en parler, je suis avec Julien Lehmann, directeur de la stratégie produit cybersécurité chez Oracle. Julien, à toi de jouer. Bonjour, merci Nazir. C'est un plaisir d'être avec vous. On a beaucoup de sujets à couvrir aujourd'hui. Et je vous remercie de participer à ce webinaire. On va essayer de le rendre très interactif. Vous connaissez le premier slide habituel, mais je voulais vous parler de cybersécurité. On va également faire une démonstration complète du service de WAF d'Oracle, ainsi qu'une démonstration de plusieurs types d'attaques sur un site web exemple. Et puis aussi quelques tips and tricks pour essayer de bien utiliser le service. Donc, je vous montrerai quelques petits trucs aussi à la fin. Simplement, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dans le domaine de la cybersécurité. Voilà, on a une équipe typiquement aux États-Unis, une très grande équipe. On a plus de 2000 personnes qui travaillent sur la cybersécurité chez Oracle, et on a une équipe qui est en particulier en charge d'observer le réseau Internet. Et lorsqu'ils détectent effectivement des anomalies, à ce moment-là, ils se mobilisent pour pouvoir identifier si c'est une attaque ou non. Et voici l'exemple
d'un pays dans lequel il y a effectivement des interruptions de service très grandes et on s'aperçoit que pendant quelques heures, plusieurs fois par mois, eh bien, l'Internet est complètement down. Et en fait, on s'est aperçu que ce pays, c'est la Syrie. Et il se trouve qu'en Syrie, en plus d'avoir des conditions politiques un peu compliquées, ils ont des examens au mois d'août pour les élèves du lycée. Et à la fin du lycée, ils ont un examen très important. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des examens chaque semaine? Eh bien, ils s'aperçoivent que les enfants trichent. Et donc, qu'est-ce qu'a décidé le ministère des Télécommunications en Syrie? Ils ont décidé, pendant les heures d'examen de tous les enfants du pays, on va couper Internet pour pouvoir éviter que les enfants puissent tricher en allant sur Internet chercher les réponses aux questions. Et alors, voilà l'exemple type où toutes nos équipes se mobilisent en disant attention, il doit y avoir une attaque quelque part, mais en fait, pas du tout. Tout est normal, c'est simplement le ministère des Télécommunications qui protège ses enfants et ses examens de la triche. En France, par contre, j'ai regardé, donc voilà, dans les jours derniers, tout va bien, la connexion est très bonne, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que ça arrive, quoi. On parle tout le temps, on se demande tout le temps, est-ce que vraiment c'est utile de se protéger contre les attaques? Alors j'ai regardé à nouveau la semaine dernière, j'essaie de vous fournir des données intéressantes. Donc la semaine dernière, on voit que sur ce site, donc voilà le trafic d'origine, et on voit que toute la partie en bas est du trafic d'attaque, de bots, en bas du graphe. Et alors si on zoome un peu, on voit que durant les jours derniers, on va voir la date, il y a eu des millions de requêtes qui ont été bloquées. Donc on voit bien toutes les requêtes bloquées par les différentes couches de protection que Oracle fournit. Donc les protections au niveau de l'accès, le CAPTCHA, JavaScript Challenge, bloquer des IP qui ont mauvaise réputation. Finalement, les règles statiques de WAF, de OWASP Top 10, sont finalement celles qui presque bloquent le moins d'attaques, tandis qu'on voit que le Human Interaction Challenge, là, il bloque plus de la moitié du service. Donc, c'est des services sophistiqués où on identifie une machine et on dit, si c'est un bot, on va pas lui répondre. Et on voit que, par exemple, tout le mois dernier, donc tout le mois d'août, donc c'est ce qu'on voit en rouge, toutes les attaques ont été bloquées. Donc j'ai pris voilà un screenshot de la semaine dernière où on voit que, par exemple, il y a plus de 91 millions de requêtes de bots qui ont été bloquées pour ce client. Et ces bots font effectivement, on ne peut pas vraiment rentrer dans le détail, mais des choses comme le credential stuffing, comme vider les inventaires, vider toutes les stocks d'une entreprise en simulant des achats, mais avec des fausses cartes de crédit ou des choses comme ça, en volant les prix. Toutes ces choses-là ne sont pas des événements inventés par des vendeurs avides de faire peur à leurs clients, c'est des choses qui arrivent effectivement et dont on s'aperçoit que ça se généralise. Dès qu'il y a une page avec un login password, surtout aujourd'hui, comme il y a beaucoup de mouvements dans le cloud, même des ERP, même des fonctions du cœur d'une entreprise, dès qu'il y a une page avec un login password, on s'aperçoit très très vite il y a des tentatives faites par des bots pour pouvoir accéder et simplement tester des login passwords pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'une organisation. Donc, simplement, garder à l'esprit quelques règles simples. La complexité est l'ennemi de la sécurité. On s'aperçoit beaucoup de clients qui ont tout ce que l'argent peut acheter. Et il n'y a pas de limite de budget pour ces clients-là. Ils achètent toutes sortes de solutions de différents fournisseurs. Et finalement, cette espèce de couche de sécurité hétérogène crée de la complexité et crée des problèmes du type Capital One qui est arrivé il y a un peu plus de 2 semaines, ou un exemple typique d'un problème de gestion d'identité, parce qu'ils ont fait eux-mêmes leur propre sécurité, parce qu'ils se pensaient sans doute meilleurs que leurs fournisseurs, et un problème d'identité couplé à un problème d'encryption qui n'a pas été fait sur leur base de données, et ça devient le désastre que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc, à nouveau, ce message d'humilité, ce message pour dire à tous nos clients, il n'y a pas de solution parfaite pour protéger vos données. Cependant,
Oracle est effectivement en train de déployer une solution durant toutes ces dernières années pour pouvoir protéger nos clients. En un mot, ce n'est pas vraiment une question si le cloud est sécurisé, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que même si ce n'est pas parfait, le cloud est quand même beaucoup plus sécurisé que tout ce qui est on-premise et géré par les clients eux-mêmes, mais c'est maintenant une question d'usage. Comment est-ce que les organisations utilisent le cloud et comment est-ce qu'on peut faire pour aider nos clients à optimiser leur configuration, à identifier rapidement des comportements inhabituels. Donc, typiquement, on a développé des solutions non pas pour détecter, enfin non seulement pour détecter des usages qui contreviennent à une police mise en place par la société, mais on arrive à identifier aussi des comportements qui sont en accord avec les usages acceptés par la société ou par l'organisation, mais qui sont inhabituels. Cette personne n'a jamais fait ça auparavant. Elle ne s'est jamais connectée depuis ce pays ou bien à cette heure-là. Ou bien cette machine, on a changé les règles. Les nouvelles règles sont acceptées, mais c'est la première fois que cette personne change cette règle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc on détecte non seulement les règles, que les règles sont bien suivies, mais on détecte aussi des anomalies de comportement, aussi bien en interne, avec des solutions d'identité, des solutions de security center, mais aussi à l'extérieur. Comment est-ce qu'on arrive à identifier le comportement d'une requête qui va sur un site de login password et identifier sans jamais gêner l'interface utilisateur en identifiant est-ce que c'est une machine ou bien est-ce que c'est un humain. On s'aperçoit qu'effectivement, le mouvement dans le cloud a un driver qui est nouveau, qui est la sécurité. Pendant des années, on a entendu que les entreprises ne souhaitaient pas bouger dans le cloud parce qu'elles pensaient que c'était la sécurité était un problème. Ils se pensaient plus sur on-premise que dans le cloud. Et on s'aperçoit durant la dernière enquête que l'on a fait, qui a été publiée récemment, donc au début de l'année 2019, que le premier driver pour les projets de mouvement dans le cloud, c'est la sécurité. Les entreprises se considèrent plus sécurisées dans le cloud que on-premise. Pour la mise en contexte, Oracle est effectivement un acteur qui est rentré assez tard dans le cloud. On le voit en janvier 2018, on n'avait encore que 3 régions, au Canada et 2 aux États-Unis. Et un an plus tard, on a une présence aujourd'hui sur presque tous les continents. Donc 3 data centers en Amérique du Nord, un data center à Sao Paulo qui est en train d'ouvrir en ce moment, 3 data centers en Europe, Londres, Francfort et Zurich qui a ouvert récemment, et puis encore à Mumbai, Séoul, Tokyo, on est en train d'ouvrir Sydney, Osaka et les suivants, et d'autres. Et donc on ouvre comme ça des nouvelles régions à un rythme vertigineux pour, d'une part, rattraper le retard, et puis d'une part aussi répondre à la demande de nos clients qui ne sont pas satisfaits avec le niveau de sécurité de certains autres acteurs du cloud. Et c'est effectivement notre manière de nous différencier, c'est-à-dire qu'on a construit une architecture pour notre infrastructure cloud, donc tout ce qui est compute, storage et network, qui est l'endroit le plus sécurisé pour les loads critiques, donc les applications critiques de nos clients. Donc on parle d'applications financières, ERP, ressources humaines, logistique, toutes ces applications qui n'ont pas encore bougé dans le cloud parce qu'il n'y avait pas vraiment de cloud sécurisé suffisamment pour pouvoir bouger. Oracle travaille énormément pour pouvoir répondre à cette demande-là et évidemment en premier bouger les applications d'Oracle aussi. C'est-à-dire que tous nos services d'applicatifs d'Oracle sont aussi en train de bouger sur cette infrastructure d'Oracle Cloud. On l'appelle Oracle Cloud Infrastructure ou bien OCI, qui est le nom comme habituellement utilisé. En termes de stratégie, donc, simplement pour bien comprendre, on décline cet engagement à faire de OCI l'endroit le plus sécurisé en 4 chapitres. Donc, d'une part,
un design de notre réseau, de nos serveurs vraiment très particulier, hein, où on a une séparation, une isolation entre les clients qui est unique au monde. Hein, chez tous les clients d'Oracle, on n'a pas fait d'overbooking, on s'est engagé à bien isoler chacun des VM de manière à ce qu'aucune VM ne puisse communiquer avec une autre VM, à moins que ce ne soit la volonté du client, mais pas entre clients. On a investi aussi bien en termes de personnes qu'en termes de data center pour pouvoir développer cette offre le plus rapidement possible. On a développé des services, hein, donc je vais en présenter un, le WAF plus en détail, hein, et aussi effectivement l'expérience en gestion de données. Pour cela, Oracle est vraiment un acteur incontournable. Donc si on décline ces 4 piliers, on obtient de plus en plus de piliers, et celui en jaune, là, donc celui qu'on va détailler aujourd'hui, et puis après ça nous donne ça donne beaucoup de matériel pour pouvoir faire d'autres webinaires très intéressants sur tous les autres services de sécurité que Oracle propose. Mais si on zoome un peu sur le WAF, et bien aujourd'hui on va parler juste du WAF qui est un des éléments qui est dans la ligne de la stratégie sécuritaire d'Oracle. Donc pour faire un petit rappel sur ce qu'est le WAF, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a des requêtes d'utilisateurs, donc c'est typiquement pour une application sur Internet, donc des requêtes HTTP, HTTPS, ça peut être derrière un VPN si on utilise HTTPS. Et donc ces requêtes vont, au lieu d'aller directement toucher le serveur d'origine, qui est représenté à gauche, eh bien toutes ces requêtes des utilisateurs vont être redirigées vers des POP ou des Point of Presence, ou bien il y a beaucoup de noms qui sont donnés actuellement à ces points de présence, mais ça peut être des Edge servers, des WAF in the cloud. Hein, et donc toutes ces requêtes vont être redirigées vers les WAF en système de reverse proxy avant qu'elles soient servies par le serveur d'origine. Et ainsi, ce système de serveur proxy, ça fait que le WAF est capable d'inspecter les requêtes, et selon si la requête est légitime ou non, eh bien elle va être forwardée vers le serveur d'origine ou non. Alors ce WAF, il a plusieurs niveaux d'inspection. Le premier niveau, évidemment, c'est le niveau de contrôle d'accès. Hein. Donc est-ce que l'internaute est dans un pays qui est autorisé à accéder à ce contenu, ou bien est-ce qu'il a un user agent qui est accepté? Donc typiquement, on va essayer de limiter, par exemple, les anciens browsers, donc tout ce qui est Android d'avant 2008, par exemple. Eh bien, on peut simplement faire une règle pour dire, voilà, les anciens browsers étant des user agents d'Android avant 2008, on va les refuser. Les utilisateurs qui sont dans certains pays, qui n'ont pas de rapport avec mon organisation, on va refuser ces IP-là. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est la partie threat intelligence. Donc, on est abonné à des services de mesure de menace, hein, et qui nous donnent la réputation d'IP en temps réel. Donc, les IP, selon qu'elles participent ou non à des attaques, eh bien, lorsqu'elles participent à des attaques, elles perdent leur crédit, et donc on les refuse. On dit votre IP, elle vient probablement d'un device qui a été compromis, et donc on a la possibilité, en tout cas, de refuser ce genre de requêtes, parce qu'elles viennent d'IP dont on pense qu'elles sont probablement utilisées par des hackers. Le troisième niveau, c'est tout ce qui est bot challenge. Donc là, on arrive en fonction de beaucoup de paramètres, on arrive à identifier est-ce que la requête vient d'un bot, d'une machine, typiquement d'un botnet, ou bien est-ce qu'elle vient d'un utilisateur humain. Et pour ça, évidemment, le plus simple et le plus connu, c'est de faire un CAPTCHA, mais aujourd'hui, on a plein d'autres méthodes, plein d'autres moyens d'identifier, bien avant de faire un CAPTCHA, si la requête provient d'un humain ou d'une machine. On regarde le comportement de la souris, la rapidité de la requête. Un exemple qu'il est capable de mesurer, c'est le gyroscope, l'accélérométeur du téléphone. Est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il ne bouge pas, est-ce que le téléphone est connecté à l'électricité ou pas. Tous ces éléments vont être analysés, et en fonction de cette analyse, on va pouvoir identifier avec certitude si ça vient d'un bot ou si ça vient d'un humain. Et après viennent les règles traditionnelles, je dirais, hein, du
WAF, de l'OWASP Top 10. Donc ça, ce sont les règles traditionnelles. SQL injection, cross-site scripting, remote file injection. Le problème avec les WAF et les règles du WAF traditionnel de première génération, c'est que ces règles sont connues. Ce sont des règles standardisées, connues et reconnues aussi bien par les fournisseurs de WAF que par les hackers. Et donc c'est pour ça que souvent, lorsqu'on bloque des bots un petit peu sophistiqués, on s'aperçoit qu'ils passent au travers du WAF assez facilement aujourd'hui et que plus personne n'utilise les attaques, je dirais, un peu standard. Mais bon, malgré tout, c'est utile d'avoir un WAF pour nous protéger contre les attaques les plus basiques. Et enfin, la dernière partie, c'est effectivement de pouvoir, si jamais l'attaque est vraiment sophistiquée, on peut mobiliser les équipes d'Oracle pour savoir est-ce que c'est vraiment une attaque, et puis quelles sont les motivations des attaquants, où sont-ils, et qu'essayent-ils de faire. Aujourd'hui, juste un autre élément, l'ordre dans lequel on effectue le filtrage. Bon, pour votre information, ça suit cet ordre-là. Donc d'abord Threat Intelligence, puis Access Rule, puis Rate Limiting, après le Bot Protection, le CAPTCHA et le WAF. Ce que je vous propose, c'est de faire une démo. Alors, je me suis amusé à faire également un site web et quelques scénarios d'attaque. Donc, j'espère que vous trouverez ça intéressant. Je vais partager mon écran maintenant. Et on va voir si tout fonctionne comme prévu. Vous devriez voir mon écran assez vite. Voilà. Il faut que je me relogue. Alice, Nazi, confirme-moi si tu vois bien mon écran. Là, j'ai Multi-Factor Authentication. Donc, il faut que je rentre mon mot de passe. Une petite seconde. 3, 4, 5. Et donc là, on va arriver sur mon interface d'OCI. Donc là, on peut très facilement créer une VM, accéder à une database autonome. On va nous s'intéresser plus particulièrement aux services de sécurité. Donc on ne va pas vraiment dans Compute, Block Storage. On va regarder pour les services de sécurité. Et donc là, j'ai créé une WAF policy dans un compartiment. Et là, on va regarder celle-ci. Et voilà un petit peu comment l'interface du WAF d'Oracle est construite. Donc je l'ai fait pour un domaine qui est app3.oraclecloud.work. Et voilà le CNAME qui a été généré automatiquement pour ce domaine. Donc effectivement, ça fonctionne par CNAME. On va juste vérifier. Voilà le site web que j'ai construit. On va vérifier si on est bien connecté. On est bien connecté et on va vérifier ce domaine. S'il est bien, on fait un DNS check. Donc là, je l'ai déjà fait, mais on va le refaire. On regarde le domaine. Et effectivement, lorsqu'on fait un DNS lookup, on va voir. On va le refaire. Hop. OK. On va pouvoir le faire. Et donc là, on voit bien, donc là, ça vient du DNS de DNS Checker, donc c'est pour ça que c'est redirigé vers Chicago, mais on voit bien que app3.oracle.cloud.work est redirigé vers un CNAME ou canonical name, et ce CNAME, après traitement par le DNS d'Oracle, est redirigé vers Chicago, vers notre point de presse à Chicago. Et donc ainsi, ce site web, pour y accéder, vous pouvez vous-même y accéder, eh bien, le trafic est inspecté par nos WAF avant de pouvoir accéder au site. L'interface se présente de la manière suivante. Oui. Et si mon site, par exemple, ne dispose pas d'SQL, est-ce que j'ai toujours besoin d'un WAF ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas fait du tout pour moi? Oui, alors effectivement, là, ce site web, par exemple, n'a pas de base de données. C'est un WebLogic simple, sans base de données. Mais même si tu as un tout petit site web, sans base de données derrière, il n'y a pas seulement des attaques SQL, il y a les attaques de bots, dont on parlait tout à l'heure, qui vont chercher à, par exemple, les DDoS, à chercher à rendre ton site indisponible pour les utilisateurs légitimes.
Et donc, malgré tout, même si vous avez un site web très simple, l'usage maintenant de WAF est vraiment très répandu. Ça devient vraiment la norme de mettre en place un WAF devant tous les sites web parce qu'il n'y a pas seulement les attaques SQL, il y a aussi les bots qui menacent la disponibilité du site. Effectivement. Si on regarde un petit peu l'interface, donc ici on met en place l'origine. Donc voilà l'origine. Donc normalement c'est une IP qu'on cache. C'est l'adresse du serveur d'origine. Donc lorsqu'on met en place le WAF, on va normalement plutôt mettre une ACL pour pouvoir cacher l'IP du serveur d'origine. Et seuls les WAF vont avoir la possibilité d'accéder au serveur d'origine. Ce que je vous propose, c'est par exemple de voir les protection rules. Donc voilà les rules. Donc vous pouvez effectivement vous protéger. Là, nous, on a mis en bloc. Et souvent, la difficulté, c'est le départ. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place le service de WAF au départ. On n'est pas obligé de tout mettre en bloc. Au départ, on peut tout mettre en detect, par exemple. Et ainsi, on peut mettre toutes les règles du WAF en mode détection lorsqu'on démarre. On a fait notre CNAME, le WAF ne voit rien bloquer du tout, donc tout le trafic va arriver sur votre serveur d'origine comme avant, mais par contre, on va détecter les attaques, et si effectivement ça correspond à des attaques, il y a du trafic dont vous ne souhaitez pas qu'il arrive sur votre origine, à ce moment-là, vous changez la règle et vous la mettez en mode bloc. Et vous pouvez faire ça sur toutes les règles de SQL injection, toutes les règles de cross-site scripting, et voilà un petit peu le... permet de ne pas bloquer un trafic légitime. Le fait de pouvoir juste détecter et ne pas bloquer. Exactement, c'est l'idée. L'idée, c'est que souvent, on a toujours un petit peu peur, surtout au début, de mettre en place le WAF. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très simple. On a le CNAME. On a des règles qu'on peut recommander en fonction de l'application qui est derrière le WAF. Et puis, ce qu'on propose, c'est mettez d'abord tout en mode détection, attendez un petit peu, et puis une fois que vous avez vu, vous pouvez vous mettre en mode blocage. Ok. Et là, je vois qu'il y a des règles qui sont déjà prédéfinies. Et qu'en est-il des règles personnalisées si j'ai par exemple quelque chose de bien spécifique à mon site web? Oui, là, on a également la possibilité de mettre ses propres règles. Donc aujourd'hui, par l'API, vous pouvez complètement définir vos custom rules. On appelle ça les custom rules. Donc typiquement, si vous avez on s'aperçoit ça dans les formes sur un site web. Souvent, il y a le mot inscription ou désinscription. Alors il y a le mot script dans inscription. Et donc, souvent, donc, le WAF va pouvoir bloquer, mais on peut faire une custom rule pour pouvoir faire une exception et dire, quand c'est le mot inscription, qui est bien spécifique à votre application, ou d'autres mots comme ça, eh bien, on peut faire une custom rule pour laisser passer ce trafic-là. C'est effectivement ce qui se passe assez couramment. Ok. Et on a la possibilité de personnaliser le message qui sera affiché en cas de détection d'intrusion? Oui, très bonne remarque aussi. Effectivement, donc dans Rule Setting, on peut effectivement dédier et décider quel message d'erreur on souhaite montrer. L'idée, c'est de ne pas donner un indice au hacker. Donc, on va pouvoir sélectionner, à partir d'une large liste, le type d'erreur qu'on souhaite montrer, mais on ne va pas montrer au hacker je t'ai vu et on a un WAF de telle marque et ne revient plus. Parce que ça, c'est donner un indice au hacker. On va plutôt lui envoyer un message d'erreur genre bad gateway ou payload too large, des messages qui ne veulent pas dire grand-chose. Et comme ça, le hacker va penser que... il ne va pas pouvoir tirer de conclusion de ce message d'erreur. Et il ne va pas vraiment savoir si on l'a trouvé ou s'il y a simplement un message d'erreur indépendamment de ce qu'il a fait. Donc on essaye comme ça toujours de se cacher. Le hacker se cache et nous, on va cacher notre protection aussi vis-à-vis du hacker. Un autre exemple, c'est pour tout ce qui est access control. Donc là, on voit que on peut, par exemple, bloquer un pays. Donc on peut ajouter une règle. On peut bloquer une URL, on peut faire une combinaison, on peut faire des combinaisons de if node et puis d'ajouter comme ça des conditions. Là, on parlait par exemple des user agents. Donc si le user agent est Android, on va pouvoir après décider de l'action qu'on souhaite mener. On va simplement le loguer, on va détecter et donc on va pouvoir faire une alerte par exemple, ou bien on va pouvoir le bloquer.
Donc voilà un peu la méthode, et puis après on peut ajouter des règles comme ça successives pour vraiment avoir le trafic que l'on souhaite qui arrive sur notre origine. Et en plus de toutes ces règles, j'ai quelque chose à modifier sur mon application cible. Non. Alors comme le WAF fonctionne comme j'ai expliqué sur le slide, en fait en reverse proxy, à partir du moment où on a implémenté le CNAME dans le DNS, tout le trafic va être forwardé vers les WAF, et après le WAF fait l'inspection, et si le trafic est légitime, il est forwardé tel quel vers le serveur d'origine. Donc il y a vraiment, pour pouvoir activer le serveur, on parle même plus d'implémentation, on parle vraiment d'activation du service, on n'a aucun hardware à installer et même pas de changement sur le code à faire. C'est vraiment juste un service de proxy qui se met en place simplement automatiquement avec le changement de CNAME. Et ça, c'est ça la puissance du service. Hein. C'est quelque chose qui ressemble trait pour trait au CDN, et c'est le même type d'implémentation. Est-ce que ça va accélérer la diffusion de mon trafic, l'accélérer la diffusion de mon contenu? Oui, alors on a effectivement sur les WAF, on a également du stockage, et on a effectivement le service de caching. Hein. Donc souvent il y a beaucoup de CDN qui sont partis du caching et qui ont ajouté le service de sécurité au-dessus. Nous on a fait l'inverse, donc on est parti du service de sécurité, on a beaucoup travaillé pour pouvoir s'assurer que nos WAF étaient vraiment les plus sécurisés possibles et à même de détecter les attaques, mais on a rajouté du stockage pour les caches, et maintenant on a cette fonctionnalité de caching pour les objets petits, hein, pas pour les vidéos, mais on peut cacher du contenu statique, même du contenu dynamique sur les WAF d'Oracle. Donc c'est un service qui est inclus dans le service de WAF. Hein. Et comme ça, la sécurité ne vient pas aux dépens de la performance. En réalité, la performance va même être meilleure lorsqu'on utilise les Edge Services de WAF d'Oracle Cloud. L'autre élément, évidemment, c'est tout ce qui est bot management. Donc là, on a effectivement la même possibilité de sélectionner le type des messages d'erreur, mais on a aussi la possibilité de whitelister des bots connus. Hein. Donc, on ne bloque pas tous les bots. Les compagnies et les sociétés avec lesquelles on travaille, nos clients, effectivement, travaillent aussi avec des bots. Leurs partenaires, les agences de voyage, les partenaires des compagnies aériennes. Donc, il y a beaucoup d'appels d'API qui sont faits par des machines et qu'il faut supporter. Donc, on a développé ce système de good bot whitelisting, mais on peut aussi quand même faire du rate limiting du nombre de call API. Donc, même si une agence, d'un seul coup, toutes les agences vont aller faire des appels API vers une compagnie aérienne, cette compagnie aérienne, on va quand même la protéger et favoriser les appels humains en faisant du rate limiting sur les calls API. Donc, on a toutes sortes de services d'optimisation. Et ici, on peut voir les logs qui vont arriver. Et ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant le site web pour pouvoir faire quelques attaques. Donc, voilà un site web tout simple. On va utiliser, voyons voir, on va ici, je pense, et après on va se loguer, voilà, comme un patient. Donc, je suis Fred. Et lorsque je me logue, j'ai la possibilité de changer mon profil. Donc, par exemple, ici, il y a une forme où je peux rentrer des éléments. Et donc là, je vais rentrer, par exemple, normalement, je devrais rentrer Fred, Benjamin, Winner. Mais là, on va essayer de faire une attaque où simplement, si cette fois on met 413, Request Entity to Large, qui a été généré par le WAF, qui a identifié donc l'intérieur, on fait l'inspection du paquet lui-même, qui identifie qu'il y a le mot script, et donc qui va bloquer la requête. Si je fais un autre élément, par exemple, delete star from client, donc là, cette fois, on fait du SQL, donc on va essayer d'effacer les clients de la base de données. Pareil, c'est des attaques classiques où le WAF va pouvoir détecter ce qu'il y a dans la forme et la bloquer. Donc là, typiquement, c'est vraiment le WAF qui nous protège. Un autre aspect qui est intéressant, c'est la protection du data leakage. Donc, le WAF peut protéger aussi bien à l'entrée qu'à la sortie les données. Et donc là, on est capable ici, on le fait pour les cartes de crédit. Donc, s'il y a une carte de crédit qui sort
du site web, c'est en général pas bon signe, hein, ça devrait plutôt rentrer que sortir, et donc le WAF est capable d'identifier des séries de numéros standards et Julien, je crois qu'on ne voit pas là, on voit pas l'attaque, on voit pas ton écran. Est-ce que vous voyez pas mon écran là? Attendez, je vais juste partager mon écran. Je vais juste arrêter de le partager et puis le partager à nouveau. Une seconde. Une seconde. Toc. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Nazi, vous voyez mon écran? C'est bon, là, oui, nickel. OK. Est-ce que vous voyez toujours cet écran maintenant? On le voit. OK. Alors là, par exemple, Dieu merci, j'ai une carte de crédit qui ne fonctionne plus. Donc, je vais rentrer un numéro de carte de crédit, par exemple. OK. Et là, si je sauvegarde, la forme est également bloquée. Et donc, c'est parce que le WAF identifie un numéro de carte de crédit, mais on pourrait faire la même chose avec un numéro de sécurité sociale, toutes sortes de numéros spécifiques hein, d'identité, de passeport, de manière à pouvoir protéger un data leakage possible sur une application. Donc, en plus de l'encryption, avoir la possibilité de protéger la sortie de données non encryptées, le WAF est capable de le faire par ce type de service. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ce que je vous propose de faire maintenant, donc j'ai lancé quelques attaques. On va regarder maintenant mon adresse IP. Donc, quelle est mon adresse IP? Attendez, on va juste vérifier. Donc là, mon adresse IP, je pense que c'est celle-ci, 202.154.191. Et on va regarder, dis-moi si vous voyez toujours, si vous voyez plus mon écran, hein, Nazi. Mais là, on va regarder maintenant les logs, mais simplement pour mon adresse IP. Je viens de lancer quelques attaques, donc on va voir si ça fonctionne. Et en parallèle, pendant qu'on est en train de charger ça, je vais lancer une autre attaque, qui est cette fois une petite attaque DDoS très simple. C'est sur cet écran-là. Je pense que vous voyez mon écran avec la terminal window, là. Oui, très bien. Alors là, cette fois, je lance une petite attaque DDoS avec une quarantaine de requêtes, hein, très rapide. Donc ça s'appelle un Apache Benchmark. Et donc là, je suis en train de lancer ce qui ressemble à une attaque DDoS sur mon site web app3.oraclecloud.work/medrec. Et donc on va voir exactement comment va réagir le WAF. Et donc on s'aperçoit, donc voilà le résultat. Ça a duré une vingtaine de secondes. Et immédiatement, sur les 40 requêtes, au bout de la 10e, et ça a été la limite mise en place par le WAF, au bout de la 10e, c'est bloqué. Et 30 requêtes sur 40 ont été bloquées par le WAF parce qu'il a détecté d'abord que je n'étais pas un humain, je n'étais pas sur un browser, je n'étais pas en train de faire une vraie requête, donc je n'ai pas pu répondre au JavaScript Challenge qui est mis en place par le WAF. Et en plus, les attaques n'ont donc pas été servies, elles n'ont pas rejoint l'origine. Alors voyons un petit peu ce que ça donne sur le WAF. Alors voilà exactement, on va regarder ça. On va faire juste, là on va regarder les logs. Donc là on va regarder le JSON par exemple. Et donc on voit effectivement que je suis en Indonésie. En fait je suis entre Singapour et l'Indonésie. Donc ça va, parfois il donne Singapour, parfois il donne l'Indonésie. Ça c'est mon adresse IP, c'est celle qu'on avait identifiée hein, ici. Et lorsqu'on regarde l'attaque, il voit bien que lorsque j'ai écrit run script, eh bien, il l'a détecté, il a identifié un cross-site scripting et il l'a bloqué avec les protection rules. Après, j'ai fait une deuxième attaque, par exemple. On va regarder celle-ci. On voit le JSON, donc ça veut dire que tous ces logs sont exportables, on les stream, donc on peut les exporter très facilement. Ici, j'ai fait une SQL injection, donc j'ai fait delete from found. Et donc SQL injection a été détecté par le WAF. Et pareil, access denied, mon IP adresse a été trouvé et ça a été bloqué. Tous ces logs peuvent être exportés sous forme de metrics. Donc on a un système de metrics qui permet d'être connecté à Grafana par exemple, ou à Kibana, ou bien à votre SIM
comme Splunk ou d'autres, et vous pouvez créer directement votre dashboard en utilisant les métriques que nous fournissons, utiliser des alertes. On a un système aussi d'alerte qui permet de mettre en place des alertes, de vous envoyer des messages si jamais il y a certains. Alors on va juste rafraîchir pour voir si on voit l'Apache Benchmark. Et on va voir comme ça tous les métriques peuvent également être stockés dans l'Object Storage, et ainsi on protège, on est capable vraiment de avoir le dashboard qui vous correspond, plutôt que d'avoir Oracle essayant de faire le plus beau dashboard avec les métriques possibles. On met les métriques à disposition de nos clients, on s'intègre avec Grafana ou Kibana ou même notre base de données, et vous pouvez faire les analytiques qui correspondent exactement à vos besoins, surtout pour les équipes de DevOps. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très apprécié pour nos grands clients. Voilà l'Apache Benchmark. Alors là, pareil, de la même manière, on voit que l'attaque DDoS a été détectée. Elle a été bloquée par le JavaScript Challenge, donc c'est un petit challenge qui est fait pour le browser, mais là, comme j'avais pas de browser, ça n'a pas pu être répondu, et donc ça a été bloqué. Toutes ces fonctionnalités, alors c'est ça qui est intéressant, là on a fait un petit tour du WAF, toutes ces fonctionnalités sont disponibles par API également. Alors je voulais juste vous montrer ce qu'il est possible de faire avec API ou avec les CLI, Command Line Interface. Donc là, typiquement, donc j'ai joué tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous en montre quelques-unes, mais typiquement, on va retrouver les logs. Est-ce que c'est bien mon adresse IP? Est-ce que vous voyez bien toujours ma fenêtre? Oui. Okay. Alors là, on va faire une commande CLI pour identifier la même chose, les logs qui proviennent de mon adresse IP récemment. Et donc là, je l'ai mis en mode verbose. Donc désolé, il y a un petit peu de texte. On va attendre un petit peu et normalement, on devrait retrouver par cette commande les logs qu'on avait vus sur l'interface. Et donc là, typiquement, voilà, on retrouve l'interface, l'Apache Benchmark, l'attaque que j'ai faite, qui a été bloquée. Là, cette fois, la même adresse IP m'a identifié à Singapour. C'est intéressant, comme je suis à la frontière, il hésite entre Singapour et l'Indonésie. Et il a identifié que mon user agent était Apache Benchmark. Et on retrouve donc tous les éléments sont accessibles par CLI. La documentation est disponible. J'ai joué avec ça hier. Et c'est vraiment très facile à utiliser. Toute la documentation est là. On installe le petit compiler d'OCI et on peut faire non seulement le service de WAF, mais aussi utiliser tous les services de Cloud Native d'Oracle à travers le CLI. Pour les REST API, c'est pareil. Donc, il y a toute la documentation pour le REST API. Donc, j'ai fait la même chose avec Postman, qui est un outil grand public pour lancer des API. Donc, voilà la même requête. Donc, cette fois, je fais un get des logs qui proviennent donc des WAF logs qui proviennent de mon adresse IP. Donc, je lance la requête. Et si tout se passe bien, on va récupérer à peu près les mêmes logs qu'on a vus tout à l'heure. Et donc là, on retrouve les logs comme ils sont présentés. Ils sont présentés en plus de manière bien lisible. Et on retrouve bien le blocage qui a été fait. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est que tous les services qui sont disponibles dans l'interface web sont également accessibles par API et par le compiler. On peut également configurer et faire une configuration par API. Donc on peut vraiment scripter. Si vous avez une organisation avec des centaines de domaines, et c'est ce que nous on voit très souvent, eh bien on n'a pas besoin de passer par la programmation une par une des applications. L'ensemble de la programmation pour les 600 domaines peut être intégralement scripté et on peut complètement configurer tous les WAF, toutes les applications WAF en un seul script, le suivre et tout ça par API ou par le CLI d'Oracle. Donc c'est vraiment quelque chose de unique, aussi bien la partie bot management qui est très sophistiquée pour identifier les bots, la partie API et CLI pour pouvoir vraiment
contrôler la configuration, accéder aux données, l'intégrer, les logs et les métriques dans Grafana ou bien dans votre SIEM. Voilà une solution qui est vraiment unique sur le marché pour pouvoir répondre à vos besoins de sécurité et de protection d'Internet, de protection de vos applications exposées à Internet. Juste avant d'en finir, j'ai juste un dernier exemple qui peut être intéressant pour vous. Donc qui revient sur le slide. Je voulais juste vous montrer cet exemple-là d'un autre type d'attaque. Donc cette fois, on a un client qui a un site de gaming en ligne, c'est du poker en ligne, donc, pour ne pas le cacher. Et au mois de mars, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois. Est-ce que tu peux rafraîchir ton écran, Julien? Oui. Alors, normalement, bien sûr, est-ce que... Oui, je peux. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer si je le rafraîchis, j'espère que tout va revenir. Ouais. OK. Attends une seconde. Je vais juste m'assurer que vous voyez ce dernier slide parce qu'il est vraiment très amusant. Est-ce que vous voyez le slide? Non. Là, on voit le slide. OK. Donc voilà le trafic. Donc on voit pendant la nuit, les gens jouent pas beaucoup, puis ils arrivent au bureau probablement le matin, et là ils commencent à jouer au poker, évidemment, et puis le soir, ça augmente encore plus. Et alors au mois de mars, ce qui s'est passé, c'est que le trafic qui était habituellement entre 20 et 50 hits par seconde est passé à 455 000 requests par seconde. Et donc c'est l'une des plus grosses attaques qu'on ait vues, nous, dans les derniers mois. Et évidemment, n'importe quel site normal, pas protégé par un WAF, il tombe instantanément lorsqu'il y a ce genre de saut d'attaque de 450 000 requêtes par seconde. Mais là, on a entièrement absorbé l'attaque, elle a été détectée par le WAF, elle a été absorbée uniquement par notre WAF de Francfort, et on a pu ainsi protéger le site de ce client qui s'était aperçu de rien, et simplement à la fin, on l'a informé avec le rapport de l'attaque qu'il a été attaqué par cette attaque qui était vraiment une des plus fortes qu'on ait vues. Et donc on était assez fiers quand même de pouvoir protéger nos clients de cette manière-là. Donc c'est quelque chose qu'on voit, l'attaque de la semaine dernière que je vous montrais, cette attaque-là du mois de mars, on voit vraiment, nous, beaucoup d'attaques qui ont lieu sur nos clients, et le WAF, effectivement, se montre très très utile pour se protéger de toutes ces nouvelles générations d'attaques qu'il y a sur le net. Voilà. D'ailleurs, Julien, ça rejoint justement la première question que je vois sur le panel Q&A. La personne demande comment se positionne le WAF d'Oracle par rapport à la concurrence, notamment Akamai et Imperva. Oui, alors effectivement, on a effectivement des concurrents. Nous, on est très proche donc d'Akamai sur ce plan-là. Donc c'est un cloud WAF, et donc il y a effectivement de nombreux acteurs sur ce marché, Cloudflare, Akamai. Tout ce qui est on-premise, par contre, qui est le point fort de Imperva, de F5, bon, bah là, il y a toute la question qui se pose. Est-ce que utiliser une appliance on-premise sur mon site me permet de résister aux dernières attaques? Est-ce que le coût de maintenance est équivalent au coût d'un Cloud WAF, alors que le Cloud WAF, on le met en ligne et on le met à jour, surtout dès qu'on détecte une attaque sur un client, eh bien tous les clients profitent de la mise à jour, parce que d'un seul coup, ils vont tous être protégés contre cette dernière innovation des hackers. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage du cloud. Notez qu'il y a aussi d'autres WAF. Il y a des WAF fournis par d'autres clouds. Donc il y a le WAF d'AWS, le WAF de Microsoft. Là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que Oracle a choisi de mettre à disposition le WAF d'Oracle pour des applications qui ne sont pas forcément hébergées dans le cloud d'Oracle. Donc on est capable de protéger vos applicatifs même s'ils sont encore on-premise. Puisque c'est un CNAME, on est capable, et on l'a rendu facile pour tous les applicatifs qui soient hébergés sur le cloud d'Oracle, ou bien on-premise, ou bien même dans d'autres clouds, vous êtes capable d'utiliser le service d'Oracle pour vous protéger et d'utiliser effectivement cette certification, tout ce qui est machine learning pour détecter les bots. Je vais avoir une deuxième question, Julien. Alors, il y a une personne qui demande combien coûte la solution. Oui, alors bon, ça c'est une question
assez classique. Alors cette fois, on a adopté vraiment la philosophie du cloud. Donc on est vraiment dans un système de pay as you go. Donc il n'y a pas vraiment de coût minimum. Donc on commence à zéro. Et si jamais vous n'avez pas de trafic, bah, vous payez rien. Et puis c'est le prix qui est public sur le site web. Vous pouvez le voir et vous pouvez payer en fonction du nombre de requêtes et du trafic qui va à travers le WAF. Donc c'est entièrement pay as you go, aucun frais mensuel récurrent, c'est uniquement à l'utilisation. Et évidemment, on ne paye que pour le trafic légitime. Donc si vous avez des attaques qui viennent sur votre site, eh bien elles ne vont pas être comptabilisées comme étant du trafic payant. Donc on regarde uniquement le trafic légitime qui passe à travers nos WAF et on facture nos clients en fonction du trafic qui passe. Un système de facturation très très simple. Je vais avoir encore une question. Alors il y a une personne qui dit, comme il n'y a pas de point Edge en France, comment se fait le choix sur le point Edge qui va protéger son application? Oui, c'est vrai, on n'a pas encore de Edge en France, on en a dans d'autres pays, dans presque tous les autres pays d'Europe, mais on choisit toujours le point de présence le plus performant. Donc typiquement, on choisit en fonction de l'endroit géographique de l'utilisateur final, on va choisir le POP le plus proche en numéro 1, donc la proximité géographique ou proximité réseau entre l'utilisateur final et le point de présence, et puis après la performance. Si jamais le point de présence le plus proche, par exemple, si c'est Londres, le point de présence le plus proche, si jamais Londres a un problème et qu'il n'est pas disponible pour une raison, eh bien à ce moment-là, on va réorienter cet utilisateur final immédiatement, hein, bien avant même qu'il aille même vers Londres, on va orienter tout le trafic vers l'Allemagne, par exemple, vers Francfort. Et donc c'est ainsi que on est capable d'assurer une disponibilité de 100% du service, hein, parce qu'il y a cette redondance intrinsèque en fait au service, mais en plus, il y a cet aspect performance, hein, c'est-à-dire que vraiment on accélère la livraison du contenu en choisissant le point de présence le plus proche de l'utilisateur final. Alors, je ne vois plus d'autres questions dans la rubrique Q&A. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, j'en vois plus. Il ne me reste plus, Julien, qu'à te remercier pour cette présentation et cette brillante démonstration. Merci aussi à tous les participants qui se sont connectés aujourd'hui à ce live. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas à faire passer le lien aux personnes de votre organisation qui peuvent être intéressées, ou si vous souhaitez le regarder vous-même en replay. Surtout, n'hésitez pas à contacter Oracle pour avoir une assistance technique ou une assistance commerciale pour vous aider à mettre en place ce type de solution. Merci encore à tous pour votre participation et à bientôt pour un prochain webcast. Merci à vous.